Le marqueur grinça, puis se tut. Dans la salle de réunion aux parois de verre du siège d'Aérospace à Lagos, une image d'avion trônait sur le tableau blanc sous une tempête de réponses erronées. Des lignes croisant d'autres lignes, des flèches s'opposant à d'autres flèches, des chiffres qui ne concordaient pas. À l'avant, le PDG milliardaire Johnson Hooch agrippait la table à deux mains. Ses yeux étaient humides, sa voix tremblait. « Nous avons 48 heures, dit-il. Si nous échouons encore, nous perdons les contrats. Nous perdons tout. » La salle, remplie des meilleurs ingénieurs, resta figée. Personne ne parla. L'air était lourd, comme un mauvais rêve dont on ne pouvait s'éveiller. Puis une voix s'éleva depuis l'entrée. Basse, stable, totalement hors de propos. « Je peux corriger ça. » Toutes les têtes se tournèrent. Près de la porte se tenait un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un manteau usé et les chaussures couvertes de poussière. Sa barbe était emmêlée, ses cheveux hirsutes. Il serrait un sac marron fatigué contre sa poitrine, comme un trésor. Les gardes de sécurité s'avançaient déjà. Johnson leva la main. « Attendez !» Les gardes s'arrêtèrent. Les yeux de l'inconnu ne vacillèrent pas. Il regardait le dessin raté de l'avion, comme s'il s'agissait d'un vieil ami égaré. « Je peux le corriger !» répéta-t-il. La salle retint son souffle. Quelques heures plus tôt, avant que la ville ne s'éveille pleinement, Williams Andrew ouvrit les yeux sous l'ombre du pont Echo. La lumière du matin glissait entre les piliers. Les dents fausses s'éveillaient en grognant. Un vendeur ambulant criait « Pure Water !» et le son résonnait dans les espaces vides comme une cloche. Williams se redressa sur son morceau de carton, épousseta son manteau et serra son sac marron. À l'intérieur se trouvaient les trois seules choses qui l'avaient protégé à travers tout. Un livre usé sur l'ingénierie aéronautique, un paquet de vieux certificats et un stylo à moitié vide. Il pressa le livre contre sa poitrine comme un enfant serre une photo de sa maison. Il se lava le visage à la fontaine publique, regarda son reflet dans les ondulations et tenta de sourire. Le sourire ne dura pas longtemps. Il marcha vers Victoria Island avec la foule matinale. Les lettres argentées sur le flanc du grand bâtiment attiraient toujours son regard. Aérospace. Il avait appris à passer devant lentement, comme un affamé passe devant une boulangerie, à moitié douloureux, à moitié plein d'espoir. Ce jour-là semblait différent. Des gens avec des badges entraient précipitamment. Des caméras clignotaient dans le hall. Le bâtiment bourdonnait d'inquiétude. Il se glissa par la porte ouverte. Pas furtivement, juste discrètement, comme on marche quand on ne veut pas troubler l'air. Près du dernier étage, à travers la vitre, il vit la salle de réunion. Il vit le tableau blanc couvert de chemins erronés. Il vit Johnson Hooch se frotter les yeux et murmurer à son équipe. 48 heures. Ces mots touchèrent quelque chose de profond en Williams. Il connaissait ce nombre. Il connaissait les comptes à rebours. Il savait comment une bonne équipe pouvait se perdre, pas à pas, jusqu'à un endroit où rien n'avait de sens. Il sentit une impulsion en lui, discrète mais forte. Il resserra son emprise sur le sac marron et s'avança. Dans la salle de réunion, Johnson observa l'inconnu. « Que dites-vous ?»« Je peux le corriger, » répondit l'homme. « Laissez-moi essayer. » Des murmures parcoururent la table. « C'est de la folie, » dit un jeune ingénieur. « Que peut-il savoir que nous ignorons ?» chuchota un autre. Mais les yeux fatigués de Johnson le rendaient audacieux. Il fit glisser le marqueur sur la table. « Si vous nous faites perdre notre temps, » dit-il doucement, « vous faites perdre ma compagnie. Ne le gâchez pas. » La salle s'ouvrit à la surprise. L'inconnu entra. Il sentait la poussière, le soleil et le vieux papier. Il n'expliqua rien. Il ne se racla pas la gorge. Il prit simplement le marqueur, se planta devant le tableau blanc et resta immobile 3 longues secondes. Puis il bougea. Il effaça 2 flèches furieuses qui se battaient sur l'aile. Il traça une ligne nette, douce comme une rivière. Il entoura une petite boîte marquée AOA et écrivit à côté « Dérive du capteur sous vibration ». Il ajouta 3 équations courtes. Pas trop, juste assez pour montrer une voie. Il écrivit « La boucle de rétroaction surréagit » et le souligna une fois. Il dessina un petit smiley près de la queue, pas pour plaisanter, mais pour indiquer où l'avion cherchait la paix. « Que dites-vous » demanda quelqu'un. L'inconnu parla en mots simples. Quand l'avion ressent beaucoup de petites secousses, ce petit capteur, il tapota la boîte AOA, pense que le nez est trop haut. Il panique. L'autopilote baisse le nez trop vite. Les pilotes luttent. Ça devient un bras de fer. Quelques secondes de mauvais chiffres peuvent se transformer en chute. Il dessina un petit filtre comme un tamis. On ralentit la panique avec un filtre pour que le capteur écoute mieux. On apprend au système à vérifier 2 autres aides avant d'agir, celui-ci et celui-là.
Il marqua la vitesse aérienne et la vitesse verticale. Si les trois sont d'accord, on agit. Si l'un crie tout seul, on attend. Il écrivit 3 étapes sur le côté. Filtrer le bruit, vérifier les aides, douceur sur le nez, douceur. Cela semblait étrange et vrai à la fois. La salle passa du doute à une attention silencieuse. Les chaises se rapprochèrent. Les stylos cessèrent de taper. Même le bourdonnement de la climatisation semblait écouter. Johnson s'avança. « Vous, comment vous appelez-vous » L'homme ne se retourna pas. « Williams, dit-il. Je m'appelle Williams. Où avez-vous appris ça » demanda Johnson. Williams toucha la poche de son manteau, où le bord du vieux livre appuyait contre ses côtes. « D'avant, dit-il. Du travail, des erreurs, en observant le ciel et en écoutant quand les chiffres avaient peur. » Une ingénieure senior se leva. « Nous avons essayé un filtre la semaine dernière, dit-elle, prudente mais curieuse. Ça aidait pour les petites secousses, mais pour les plus fortes, le système se battait encore avec les pilotes. »« Oui, » acquiesça Williams. Il dessina une autre esquisse, une petite boîte marquée « Override humain » avec une porte temporelle. Donner au pilote une voix plus forte tôt, pas après une lutte, et laisser le système apprendre le calme du pilote après l'avoir vu 2 fois. La machine ne doit pas être orgueilleuse. La phrase sur l'orgueil fit sourire la moitié de la salle malgré eux. Un autre ingénieur se pencha, les yeux perçants. Et le faux calme, si les 3 aides mentent ensemble, ça n'arrive pas, dit Williams. Pas grossièrement, juste sûr. Pas souvent. Et quand ça pourrait, on ajoute un vérificateur de pouls. Il tapota le coin supérieur et écrivit « Vérification de cohérence, toutes les 0,3S ». Si le pouls semble étrange, on prévient le pilote en premier. On demande des mains douces. Un silence s'installa. Mais c'était un silence différent. Celui qui vient quand une porte verrouillée s'ouvre et que tout le monde sent l'air de l'autre côté. Johnson regarda son équipe. Quelques-uns hochèrent la tête discrètement, comme pour ne pas effrayer l'instant. « Construisez une simulation rapide, » dit Johnson. « Utilisez ces étapes. On la lance maintenant. » Les ordinateurs s'ouvrirent. Les doigts volaient. Le projecteur s'alluma avec un ciel numérique. Sur l'écran, un avion modèle attendait au bout d'une piste qui ressemblait à un ruban gris sous des nuages matinaux. Pendant qu'il travaillait, Johnson s'approcha de Williams. « Vous avez dit que vous vous appelez Williams. »« Williams. Quoi ?»« Williams Andrew, » répondit-il, toujours en regardant le tableau, toujours en tenant le marqueur. De près, Johnson pouvait mieux voir les yeux de l'homme. C'étaient des yeux qui avaient vu la joie, le feu, et le long espace sec entre les deux. « Où vivez-vous » demanda Johnson doucement. La main de Williams se resserra sur le marqueur. « Sous le pont, » dit-il, sans honte dans la voix. Juste la vérité. Les ingénieurs terminèrent la construction du test. Sur l'écran, la piste scintillait. Les chiffres attendaient au bord comme de petits oiseaux prêts à s'envoler. L'ingénieur senior pinça les lèvres. « On va lancer le cas le plus dur, » dit-elle. « Celui qui a brisé notre dernière idée. » Johnson hocha la tête. « Faites-le. » Un silence tomba sur la salle. Même les gardes à la porte se penchèrent. « 3, » compta l'ingénieur. « 2, 1. » La simulation démarra. L'avion modèle roula, décolla et rencontra le vent. L'écran trembla. Des avertissements clignotèrent. L'ancien système aurait forcé le nez à lutter ici. Tout le monde dans la salle connaissait ce rythme trop bien. Williams ne scia pas. Il murmura à l'écran, pas comme un sortilège, mais comme un coach, murmure à un joueur sur la ligne. « Des mains douces !» Sur l'écran, le nouveau filtre attrapa les secousses sauvages et les lissa. Les aides se vérifièrent mutuellement. Le pouls tic-tac, stable, stable, stable. Les doigts de Johnson s'enfoncèrent dans le dossier d'une chaise. Un chiffre dans le coin commença à baisser. Un autre tenait. Un autre monta. La salle se pencha en avant comme un seul homme. Le nez de l'avion s'abaissa, mais légèrement. L'override du pilote clignota. Le système céda tôt, comme une personne fière apprenant à écouter. Le graphique, qui autrefois montait en flèche comme un cri, commença à s'incurver comme une vague calme. « Allez !» souffla quelqu'un. La dernière ligne en bas, celle qui avait signifié le désastre toute la semaine, commença à virer au vert. Elle rampait, elle s'arrêta, elle tressaillit. La boîte de résultats à droite clignota de « En attente » à « Et l'électricité dans le bâtiment vacilla. » Le projecteur s'éteignit. Un chœur de halètement remplit la salle. Les ordinateurs bipèrent. Quelqu'un jura à voix basse. Pendant 2 longs battements de cœur, rien n'existait. Pas de ciel, pas de chiffres, pas d'espoir. Juste le gémissement fin de l'onduleur luttant pour rester en vie. Les lumières revinrent en clignotant. Le projecteur se réveilla avec un soupir gris.
La boîte de résultats était toujours là, figée à l'instant avant la vérité. Johnson se tourna vers Williams, les yeux écarquillés, la voix à peine un murmure. « On l'a corrigé ?» Williams regarda l'écran, puis le tableau blanc avec ses lignes douces et ses règles simples. Il ne sourit pas. Il ne parla pas. La boîte de résultats clignota. Elle clignota comme une flamme obstinée, refusant de mourir. Toute la salle se pencha en avant, chaque battement de cœur s'accordant au pouls numérique à l'écran. Puis, succès s'afficha en lettres vertes éclatantes. La salle explosa. Certains haletèrent. D'autres plaquèrent leurs mains sur leur bouche. D'autres se levèrent, incrédules. Les chiffres qui les avaient plongés dans le désespoir pendant des semaines s'étaient enfin retournés en leur faveur. Les pointes rouges qui autrefois hurlaient le chaos s'incurvaient maintenant doucement, coulant comme une rivière calme. Johnson se figea. Pendant un instant, il se contenta de fixer l'écran, incapable de croire ce qu'il voyait. Puis, lentement, ses lèvres s'entr'ouvrirent et un souffle qu'il ne savait pas avoir retenu s'échappa. « Ça a marché », murmura l'un des ingénieurs. « Ça a vraiment marché !» Williams laissa le marqueur glisser doucement sur le plateau du tableau blanc. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le flot des souvenirs. Cela faisait des années que personne ne l'avait écouté. Des années qu'il n'avait pas ressenti le poids de ses idées. Une ovation debout suivit. Un à un, les ingénieurs bien payés d'Aérospace se levèrent, applaudissant fort. Le son remplit la salle de réunion, résonnant contre les parois de verre. Ce n'était pas pour leur PDG milliardaire. Ce n'était pas pour l'entreprise. C'était pour l'homme déguenillé qui était entré de la rue et avait corrigé ce qu'il n'avait pas réussi à résoudre. Johnson se tourna brusquement, les yeux remplis de larmes. Peu lui importait que l'homme devant lui sente la poussière et l'adversité. Peu lui importèrent le manteau usé ou la barbe négligée. Il s'avança rapidement, saisit Williams par les épaules et l'attira dans une étreinte chaleureuse. « Merci », murmura Johnson, la voix brisée. « Vous venez de sauver mon entreprise et peut-être plus de vies que nous ne pouvons en compter. » Les gardes près de la porte restèrent figés, incertains s'ils devaient encore escorter l'inconnu dehors. Mais ils savaient maintenant. Ce n'était pas un intrus, c'était la clé. Quelques minutes plus tard, Williams s'était assis dans un fauteuil en cuir moelleux dans le bureau de Johnson. Cela lui semblait étrange, doux, chaud, comme un lit après des années à dormir, sur du béton froid. Son sac marron était posé à côté de lui, intact. Il le tenait près de lui comme une bouée de sauvetage. Johnson faisait les 100 pas devant lui, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. « Vous êtes entré dans ma salle de réunion depuis la rue, » dit-il, la voix oscillant entre émerveillement et curiosité. « Qui êtes-vous? Comment saviez-vous ce que mes meilleurs ingénieurs n'ont pas vu ?» Williams hésita. Ses yeux se baissèrent vers le sol. Pendant un long moment, le silence s'étira entre eux, seulement brisé par le bourdonnement de la climatisation du bureau. Puis, avec un souffle tremblant, il plongea la main dans son sac. Il en sortit le vieux livre écorné sur l'ingénierie aéronautique. Sa couverture était délavée, ses pages usées au bord. « Oh, ça !» dit-il doucement, en le posant sur le bureau. « C'est ce qui me rappelle qui j'étais. » Johnson s'assit en face de lui, se penchant en avant. « Racontez-moi. » Et ainsi, Williams raconta. « Je suis Williams Andrew, » commença-t-il, la voix lourde. « Autrefois, j'étais un ingénieur aéronautique de premier plan. J'ai travaillé avec de grandes entreprises aux États-Unis pendant 10 ans. Je concevais des systèmes, résolvais des problèmes, vivais dans le ciel. J'avais une famille, ma femme, Balaji Pasca, et 2 garçons, David et Jérémy. Pendant un temps, je pensais être béni. Ses yeux s'embuèrent, sa voix se brisa. Mais ensuite, le doute s'est insinué chez moi. J'ai suspecté ma femme. Contre mon meilleur jugement, j'ai fait un test ADN sur mes enfants. Les résultats disaient qu'ils n'étaient pas de moi. Johnson se raidit sur sa chaise, écoutant attentivement. « Je ne sais pas comment elle l'a découvert », poursuivit Williams. « Mais le lendemain matin, en partant au travail, la police m'a arrêté. Ils ont fouillé ma mallette et y ont trouvé des drogues dures. J'ai été arrêté, inculpé et emprisonné. 2 ans. Quand je suis sorti, j'avais perdu ma carrière, ma réputation, ma famille. Ma femme m'a détruit. Après ma déportation, je suis revenu ici, au Nigeria, sans rien. » Il s'arrêta, déglutissant difficilement. Depuis, je vis sous le pont, brisé, oublié, mais ce sac, il le tapota doucement. Avec mon livre et mes certificats, c'est le seul rappel de qui j'étais autrefois. La gorge de Johnson se serra. Il peinait à trouver ses mots. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Vous êtes passé de la conception d'avion à dormir sous les ponts. »
Williams hocha la tête, silencieux. Pendant un instant, les deux hommes restèrent dans le calme, leur vie séparée par des mondes, mais liée par une vérité. Le génie peut être enfoui, mais il ne meurt jamais. Enfin, Johnson se leva. Sa décision fut instantanée, inébranlable. « On ne vous laissera pas comme ça », dit-il fermement. Il prit son téléphone et appela son chauffeur. « Emmenez-le au meilleur salon de coiffure. Faites-le nettoyer, puis à la meilleure boutique. Procurez-lui tout ce dont il a besoin. Il ne remettra pas les pieds dans ce bureau en ayant l'air d'avoir été oublié par le monde. » Williams tenta de protester, mais Johnson le fit taire d'un regard. « Non, vous m'avez rendu mon entreprise. Maintenant, je vous rends votre vie. » Ce soir-là, quand Williams se regarda dans le miroir du salon de coiffure, il reconnut à peine l'homme qui lui faisait face. Sa barbe était taillée, ses cheveux soignés. À la boutique, il enfila un costume impeccablement coupé. Pour la première fois depuis des années, il se sentit lui-même à nouveau. Le lendemain matin, il retourna chez Aerospace, non plus comme le mendiant déguenillé de sous le pont, mais comme l'ingénieur en chef Williams Andrew. Johnson le présenta à l'équipe, déclarant « Cet homme nous a tous sauvés. Il est désormais votre leader. Apprenez de lui. » Les ingénieurs applaudirent à nouveau, certains avec une admiration sincère, d'autres avec une envie cachée. Parmi eux se tenait un homme dont les yeux brûlaient d'une haine silencieuse. Obinna Okoye, l'ancien ingénieur en chef dont Williams venait de prendre la place. Obinna força un sourire, mais au fond de lui, il planifiait déjà ce que personne n'attendait. Les applaudissements dans la salle de réunion résonnèrent longtemps après la fin de la réunion. Williams se tenait droit dans son nouveau costume, les épaules redressées, la tête haute. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas invisible. Les gens le regardaient avec respect, voire admiration. Certains lui tendirent la main pour la serrer. D'autres lui sourirent chaleureusement, comme pour l'accueillir de nouveau dans le monde qu'il avait perdu. Mais tout le monde ne partageait pas cette joie. À l'arrière de la salle, Obinna Okoye se tenait les bras croisés sur la poitrine, la mâchoire serrée, les yeux plissés. Chaque applaudissement pour Williams était comme un coup de marteau sur sa fierté. Il avait autrefois été l'étoile de l'entreprise, l'homme en qui Johnson avait le plus confiance, celui qui dirigeait les ingénieurs avec assurance. Maintenant, en quelques heures, un mendiant sans abri avait fait irruption et pris sa place. Cet homme n'a pas sa place ici, pensa Obinna avec amertume. Il ne mérite pas ce que j'ai construit. Il se força à applaudir avec les autres. Mais à l'intérieur, son cœur brûlait de rage. Dans les semaines qui suivirent, Williams fit ses preuves encore et encore. Il apporta de nouvelles idées, simplifiant des systèmes complexes avec des solutions qui semblaient évidentes une fois expliquées. Sous sa direction, Aerospace résolut non seulement la crise immédiate, mais découvrit également des failles dans d'autres systèmes de vol passés inaperçus pendant des années. Les compagnies aériennes qui avaient menacé de se retirer se précipitèrent maintenant pour renouveler leur contrat, félicitant Johnson pour sa brillante nouvelle équipe. Mais tout le monde dans l'entreprise savait qui était le véritable génie. L'homme qui était entré de la rue, ne portant rien d'autre qu'un sac poussiéreux et un esprit plus aiguisé que l'acier. Williams gagna rapidement le respect de la plupart des ingénieurs. Ils admiraient son humilité. Il ne parlait jamais de haut, ne se comportait jamais avec arrogance. Au contraire, il écoutait, guidait et enseignait avec patience. Beaucoup de jeunes ingénieurs commencèrent à l'appeler mentor. Mais pour Obinna, sa haine ne faisait que croître. Il regardait Williams debout aux côtés de Johnson lors des conférences de presse, alors que les journaux titraient sur l'ingénieur mystérieux qui avait sauvé les cieux du Nigeria. Il écoutait ses collègues murmurer avec enthousiasme sur le génie de Williams, et chaque mot était un poignard dans son orgueil. Tout ce qu'il fait, marmonna Obinna une nuit dans son bureau, aurait dû être moi. Pendant que Williams construisait son succès au travail, autre chose fleurissait discrètement dans sa vie, l'amour. Il avait rencontré Juliana, une comptable douce mais intelligente de l'entreprise. Leur première conversation avait été brève, un simple « bonjour » poli dans le couloir. Mais Juliana avait vu quelque chose en lui que les autres avaient négligé. La vulnérabilité dans ses yeux, la manière dont il souriait comme s'il ne croyait pas mériter le bonheur. Cela commença par de petits gestes. Elle lui apportait une tasse de thé lors des longues nuits au bureau. Il l'aidait à porter des dossiers lourds. Ils partageaient des dîners tranquilles dans un petit restaurant près de la marina, loin des regards curieux de leurs collègues. Pour Williams, Juliana était une lumière après des années d'obscurité. Son rire le tirait de l'ombre de son passé. Sa foi en lui rappelait qu'il n'était pas seulement un homme brisé. Il était un homme qui pouvait se reconstruire.
5 mois plus tard, sous l'éclat des réverbères de Lagos, Williams s'agenouilla, une bague à la main, et murmura « Juliana, veux-tu m'épouser ?» Les larmes brillaient dans ses yeux, alors qu'elle hochait la tête. Oui, le mariage fut fixé, et Williams emménagea dans une nouvelle maison à Banana Island, un cadeau de Johnson, qui insista pour dire qu'un homme de son génie ne méritait rien de moins. Pour Williams, c'était plus qu'une maison. C'était la preuve que la vie pouvait recommencer. Mais tandis que Williams rêvait d'un nouvel avenir, Obinna complotait dans l'ombre. Un soir, dans un bar faiblement éclairé niché sur le continent, il rencontra un groupe d'hommes à l'allure rude. Leur chef, un voyou au visage marqué d'une cicatrice nommé Django, se pencha sur la table. « Alors, tu dis que tu veux qu'il disparaisse ?» demanda Django, la voix basse. Les yeux d'Obinna brillaient d'une fureur froide. « Pas seulement disparaître, je veux qu'il soit brisé. Il m'a humilié, il m'a volé ma place. Et maintenant, il vit comme un roi pendant que je suis dans son ombre. Je veux qu'il sache ce que c'est de tout perdre. » Django esquissa un sourire. « Pour le bon prix, on peut arranger ça. » Obinna fit glisser une épaisse enveloppe sur la table. Django y jeta un coup d'œil. Des liasses de naira soigneusement empilées. Il siffla doucement. Ce sera fait. La veille du mariage de Williams, la maison était silencieuse. Juliana était chez sa famille, se préparant pour le grand jour. Williams était assis dans le salon, feuilletant son vieux livre d'ingénierie, un léger sourire aux lèvres. Il pensait au chemin parcouru, du pont froid à cette maison chaleureuse, du désespoir à la joie. Puis, on frappa à la porte. Il fronça les sourcils. Il était tard. Qui cela pouvait-il être? Il se leva, marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. 3 hommes en veste sombre se tenaient là. Avant qu'il ne puisse poser une question, l'un d'eux leva un pistolet. Un coup de feu retentit, déchirant la nuit. Williams hoqueta alors qu'une douleur brûlante explosa dans son bras. Il recula en titubant, serrant la blessure, le sang imbibant sa manche. Les hommes ne s'attardèrent pas. Ils se retournèrent et s'enfuirent avant que les gardes à l'extérieur ne puissent réagir. Le chaos éclata. Les agents de sécurité crièrent, les alarmes hurlèrent, et Williams s'effondra sur le sol poli, sa vision s'embrouillant alors qu'il sombrait dans l'inconscience. Une pensée résonnait dans son esprit. Pas encore. Je ne peux pas tout perdre à nouveau. Les sirènes de l'ambulance hurlaient à travers la nuit de Lagos, filant sur le 3e pont continental vers l'hôpital. À l'intérieur, Williams était allongé sur une civière, le visage pâle, le bras enveloppé de bandages imbibés de sang. Ses paupières papillonnaient alors qu'il luttait pour rester éveillé, la douleur le tirant vers l'obscurité. À ses côtés, Juliana tenait fermement sa main intacte, les yeux rougis par les larmes. Elle murmurait des prières à travers des lèvres tremblantes. « Mon Dieu, ne me le prenez pas, pas maintenant, pas alors que nous commençons à peine. » Johnson Houchet suivait de près dans un SUV noir, l'esprit en ébullition. Il revivait la scène encore et encore, les portes de la maison ouvertes, les gardes criant, le sang de Williams tachant les carreaux. Sa poitrine le faisait souffrir de culpabilité. « J'aurais dû prévoir ça, » marmonna-t-il. « J'aurais dû mieux le protéger. » À l'hôpital universitaire de Lagos, les médecins emmenèrent Williams en chirurgie d'urgence. Pendant 3 jours, il resta inconscient dans un lit d'hôpital, son corps luttant pour survivre. L'homme autrefois vibrant qui avait sauvé Aérospace et conquis les cœurs était maintenant silencieux, sa respiration soutenue par des tubes. Juliana ne quitta jamais son chevet. Elle refusait de manger, de se reposer. Sa tête reposait souvent sur sa poitrine, écoutant le faible rythme de son cœur, comme si sa seule présence pouvait le ramener. La 3e nuit, alors que l'espoir commençait à s'évanouir, Williams bougea. Sa poitrine se souleva avec une toux tremblante et ses yeux s'ouvrirent lentement. Juliana hoqueta et serra sa main. « Williams! Oh, merci, mon Dieu! » Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle pressait son front contre le sien. Les médecins accoururent, vérifiant ses signes vitaux, mais Juliana ne bougea pas. Elle ne pouvait pas. Son cœur semblait lui avoir été rendu. Quand Johnson arriva ce matin-là, un soulagement l'envahit à la vue de Williams éveillé. « Mon frère, » dit-il, serrant la main intacte de Williams. « Tu nous as tous fait peur, mais tu ne nous quittes pas encore. Pas quand le monde a encore besoin de toi. » Williams esquissa un faible sourire. « Il faudra plus qu'une balle pour m'achever. » Mais derrière son humour, son esprit s'agitait. Qui pourrait vouloir ma mort? La réponse vint 1 semaine plus tard. Johnson ordonna un examen complet des images de vidéosurveillance de la maison. Les équipes de sécurité épluchèrent les vidéos jusqu'à ce que la vérité éclate. Là, sur les images,
se tenait Obinna Okoye, l'ancien ingénieur en chef d'aérospace, celui qui était resté à l'arrière de la salle, regardant Williams prendre sa place. Sur les images, Obinna apparaissait devant les portes de la maison, quelques heures avant l'attaque, parlant aux hommes qui avaient ensuite forcé l'entrée. Quand Johnson vit les images, ses mains tremblaient de rage. « Obinna !» siffla-t-il. « Comment as-tu pu ?» Les preuves étaient accablantes. Armée des confessions des assaillants capturés, menées par le voyou balafré Django, la police agit rapidement. Obinna fut arrêté dans son appartement à Lekki, traîné menotté sous les regards choqués des voisins. Dans la salle d'interrogatoire, Obinna ricana lorsqu'on le confronta. « Il m'a tout volé !» cracha-t-il. « Savez-vous qui j'étais? Avant que ce mendiant n'entre, j'ai construit cette entreprise avec mes idées. Et Johnson m'a écarté pour un homme qui sent la rue. Je ne le laisserai pas vivre ma vie pendant que je pourris dans son ombre. » Mais son arrogance ne pouvait le sauver. Les preuves s'accumulaient, trop évidentes. Les témoignages, trop clairs. L'affaire fut portée devant la haute cour fédérale. Bientôt, Obinna se retrouva en procès pour tentative de meurtre et association de malfaiteurs. La salle d'audience vibrait de tension. Les reporters remplissaient les bancs, avides de chaque mot. D'un côté, Williams était assis avec Juliana, le bras encore bandé, mais l'esprit intact. Johnson était à ses côtés, une figure protectrice. De l'autre, Obinna se tenait droit dans un costume sombre, les yeux pleins d'une défiance froide. Les témoins témoignèrent, les gardes, les ingénieurs et enfin Django lui-même, qui admit qu'Obinna l'avait engagé. Les preuves étaient irréfutables. Quand le juge parla enfin, l'air devint lourd. « Obinna Okoye, ce tribunal vous déclare coupable de tentative de meurtre et d'association de malfaiteurs. Vous êtes condamné à 20 ans de prison. » Des exclamations parcoururent la salle. Juliana relâcha un souffle qu'elle retenait. Johnson hocha la tête, sombrement. Justice était rendue, mais Obinna n'en avait pas fini. Alors que les officiers l'emmenaient menotté, il tourna brusquement la tête vers Williams et Johnson. Sa voix portait comme du venin. « Ce n'est pas fini », grogna-t-il. « Retenez mes mots. Je reviendrai pour vous. Je détruirai tout ce que vous avez construit. » La salle explosa en bruit, mais Williams resta calme, les yeux fixés sur son ennemi. Il parla posément, assez fort pour qu'Obinna l'entende. « Tu t'es déjà détruit toi-même. » Les officiers traînèrent Obinna, ses menaces résonnant, derrière lui comme une tempête s'éloignant. Un mois plus tard, Williams était de nouveau sur pied. L'entreprise l'accueillit avec des acclamations, les ingénieurs se ralliant à lui plus que jamais. Juliana se tenait fièrement à ses côtés, sa main dans la sienne, les plans de mariage de nouveau sur les rails. Et bien que des cicatrices persistait sur son bras et dans son cœur, Williams connaissait une vérité. Il avait affronté la trahison et survécu, mais la vie avait encore plus en réserve. Car si un ennemi avait été enfermé, les ombres du monde ne disparaissent jamais vraiment. Et bientôt, une autre épreuve, plus grande et plus dangereuse, attendait au tournant. Le soleil se leva sur Lagos, peignant la lagune en or. La ville s'éveillait en bourdonnant, les vendeurs criant, les bus klaxonnant, les marchés vibrants de sons. Pour Williams, ce jour signifiait plus que n'importe quel lever de soleil qu'il avait vu depuis des années. Aujourd'hui, il épouserait enfin Juliana. La maison grouillait d'activité. Les tailleurs arrivèrent avec des vêtements. Les décorateurs remplirent la salle de fleurs et les chefs préparèrent des festins dignes de la royauté. Au milieu de tout cela, Williams se tenait dans son nouveau costume, élégant et fier. Lorsqu'il croisa son reflet dans le miroir, il esquissa un léger sourire. L'homme qui dormait autrefois sous le pont Écho avait disparu. À sa place se tenait un homme restauré, un homme avec un but. Juliana apparut en haut de l'escalier dans sa robe, rayonnante de joie. Lorsque leurs regards se croisèrent, la salle sembla s'arrêter. Johnson, debout à proximité, essuya discrètement ses yeux. « Tu mérites ça, Williams », murmura-t-il. « Après tout ce que tu as enduré, tu mérites le bonheur. » Mariage fut tout simplement époustouflant. À la grande église de Victoria Island, les bancs débordaient d'amis, d'ingénieurs, de chefs d'entreprise et même de responsables gouvernementaux, tous impatients d'assister à l'union de l'homme qui avait sauvé Aerospace. Les flashs des appareils photo crépitaient alors que Juliana remontait l'allée, son voile traînant comme une rivière de lumière. Le cœur de Williams battait fort, mais lorsqu'elle arriva à ses côtés, tout le bruit dans la salle s'évanouit. « Vous pouvez embrasser la mariée !» déclara le pasteur. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, des applaudissements éclatèrent. Les invités se levèrent, applaudissant et acclamant. Johnson se tenait là, les deux mains levées, comme s'il célébrait sa propre victoire.
Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une rédemption. Un mendiant sans abri, restauré non seulement dans sa dignité, mais aussi dans l'amour. La réception brillait de rire, de musique et de danse. Les yeux de Juliana ne quittaient jamais Williams, et Williams ne cessait de sourire. Pour une nuit, au moins, toutes les ombres semblaient avoir disparu. Mais les ombres ont une manière d'attendre. Williams et Juliana étaient assis dans le salon de leur maison, berçant leur nouveau-né. Il était minuscule, enveloppé dans un tissu bleu doux, sa respiration régulière contre la poitrine de Juliana. Ils l'appelèrent Clinton. Williams toucha doucement le front de son fils. « Tu ne connaîtras jamais la vie que j'ai vécue sous ce pont, » murmura-t-il. « Tu ne connaîtras que l'amour. » Juliana embrassa sa joue. « Il a déjà tout ce dont il a besoin. Toi. » Pendant un temps, la paix semblait complète. L'entreprise prospérait. Leur maison était remplie de joie. Et Williams avait de nouveau une famille. Mais même en prison, les mots d'Obina résonnaient comme une malédiction. Ce n'est pas fini. Le rappel arriva plus tôt que prévu. Un soir, Johnson arriva à la maison avec des nouvelles troublantes. Il s'assit avec Williams dans le bureau, l'expression grave. « Nous avons eu des nouvelles de l'intérieur de la prison », dit Johnson lentement. « Obina parle. Il prétend avoir des contacts à l'extérieur, des gens qui lui doivent des faveurs. Il dit que même derrière les barreaux, il peut encore t'atteindre. » Williams fronça les sourcils, sa main se crispant sur l'accoudoir. Il est enfermé. Que peut-il faire de plus? Johnson se pencha en avant. Il est dangereux, Williams. Les hommes désespérés trouvent des moyens désespérés. Je ne veux pas que tu prennes ça à la légère. Williams soupira, son esprit revenant au coup de feu, à la douleur, aux larmes de Juliana. Il regarda Johnson avec une détermination calme. Qu'il menace. J'ai survécu à pire. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que la peur ne me contrôle plus. Pourtant, cette nuit-là, lorsqu'il entra dans la chambre de Clinton et regarda son fils dormir paisiblement, Williams fit un vœu silencieux. Si Obina s'en prend à nous à nouveau, il échouera. Les semaines passèrent. Williams s'installa, dans son rôle chez Aerospace, guidant l'équipe avec une compétence inégalée. Johnson le présentait souvent lors des réunions comme « l'homme qui a sauvé les cieux », un titre qui l'humiliait, mais qui portait aussi un poids. Juliana s'adapta à la maternité avec grâce, bien qu'elle s'inquiétât souvent des menaces qui pesaient sur eux. « Promets-moi, » murmura-t-elle une nuit, « que quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Williams embrassa sa main. Toujours. Mais loin de là, dans l'ombre de la cour de la prison, Obina se tenait près de la clôture, les yeux brûlants de haine. Des murmures circulaient parmi les détenus. Des rumeurs de plans, d'hommes à l'extérieur, prêts à exécuter ses ordres. Un après-midi, alors que les gardes le ramenaient à sa cellule, il se pencha vers un codétenu et murmura « Dis-leur que je n'ai pas fini. Johnson et Williams pensent qu'ils ont gagné, mais ils se trompent. Je reviendrai pour eux. » Le détenu hocha lentement la tête, et un sourire mince et dangereux se dessina sur les lèvres d'Obina. De retour à la maison, Williams était assis sur le balcon avec Juliana, tenant le petit Clinton dans ses bras. Le ciel, au-dessus de Lagos, était peint d'étoiles, la nuit calme et magnifique. Il serra son fils contre lui, le cœur plein. Mais au fond de lui, il savait que la paix n'était jamais permanente. La vie lui avait appris que les ombres revenaient toujours, même dans la lumière la plus vive. Juliana posa sa tête sur son épaule. « À quoi penses-tu » Il baissa les yeux vers elle, puis vers Clinton, et enfin vers les étoiles. « Je pense à l'avenir, » dit-il doucement. « Et à comment parfois le combat n'est pas vraiment contre les ennemis extérieurs, mais contre ceux de l'intérieur. La peur, le doute, la douleur, ce sont les ennemis que je dois vaincre pour lui, pour nous. » Juliana serra sa main. « Et tu le feras, parce que tu es Williams Andrew. Tu te relèves toujours. » L'air de la nuit devint immobile, presque trop immobile, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Et bien que Williams ne le dit pas à voix haute, une vérité résonnait dans son cœur. La guerre d'Obina n'était pas terminée. Les ombres s'étaient seulement retirées, en attente. Mon point de vue sur cette histoire est une puissante saga de rédemption, de résilience et de la lutte entre le génie et l'envie. Elle illustre de manière poignante comment une personne, même après avoir tout perdu, peut se relever grâce à son talent, sa détermination et le soutien de ceux qui croient en elle. L'histoire de Williams Andrew est inspirante. Un homme brisé par la trahison et l'injustice retrouve sa place dans le monde grâce à son intelligence et à sa capacité à transformer l'adversité en opportunité. Cependant, l'histoire
souligne également la fragilité du succès face à la jalousie et à la vengeance, incarnée par Obina, dont la haine menace de tout détruire. Le contraste entre la lumière de la nouvelle vie de Williams et les ombres persistantes du danger crée une tension captivante, laissant entrevoir que le voyage n'est jamais vraiment terminé. Si vous avez aimé cette histoire, elle mérite d'être partagée. Elle capture l'essence de la persévérance humaine et du pouvoir de la rédemption. N'hésitez pas à commenter vos réflexions, à partager cette histoire avec d'autres et à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. Qu'en pensez-vous? L'histoire de Williams vous inspire-t-elle ou pensez-vous qu'Obina pourrait encore représenter une menace?